Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Et la journée, elle continue sur Radio Anthropocène avec la conversation à contre-courant, comprendre les fleuves au regard du passé. Et donc pour la journée mondiale de l'eau, on accueille au micro Virginie Serna. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes conservateur général du patrimoine, docteur en archéologie médiévale et moderne de l'Université de Paris 1, plongeuse en milieu hyperbare, responsable d'opérations archéologiques subaquatiques et aujourd'hui chargée de mission sur les territoires de l'eau au ministère de la Culture. À vos côtés, Stéphane Gaillot. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bienvenue, vous êtes géo-archéologue. Vous travaillez sur les composantes géologiques et géographiques des sites archéologiques. Vous êtes agent du service archéologique de la ville de Lyon depuis 18 ans. Votre territoire d'études, qui est la région lyonnaise, est fortement marqué par la thématique fluviale puisque la ville se situe à la confluence du Rhône et de la Saône. Et notre dernier invité pour cette table ronde est Frédéric Jars. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bienvenue également, merci d'être avec nous. Alors vous êtes psychologue, mais si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est surtout parce que de 1999 à 2001, vous avez co-réalisé avec Jean-Marie Juvin une enquête sonore auprès de riverains et de chercheurs sur le cours moyen du Rhône, fournissant la matière de deux documentaires radiophoniques sur la mémoire du fleuve qu'ils ont produits pour France Culture en 2001. Et aujourd'hui, cette enquête, elle est archivée à la Bibliothèque municipale de la Part-Dieu, qui est notre partenaire d'ailleurs pour cette émission et qu'on remercie de nous avoir donné accès à ces archives et à ces documents. Et donc cette enquête sonore, elle va nous servir de base pour notre échange et on va d'ailleurs en écouter un premier extrait sur lequel on pourra revenir juste après. Moi, j'essaie d'imaginer un paysage naturel. Donc, imaginez, vous arrivez par le sud, vous êtes sur ce Rhône, vous avez ce coup très brutal, cette fermeture. Mais là, il y a la Gère, il y a le ruisseau Saint-Marcel, il y a le ruisseau Saint-Gervais, il y a la Cévennes, il y a toutes ces rivières qu'aujourd'hui on ne voit plus, qui sont canalisées, tous ces cours d'eau qui arrivent tous dans un point extrêmement serré. Alors, peut-être que c'est ça l'origine du mot Vienne, avec des sources aussi en complément, un endroit où l'eau arrive de tous côtés. Et il est vrai que quand on retrace les chevelus avant qu'ils ne soient canalisés, avant que ça ne soit fait, il y avait de l'eau qui arrivait partout à cet endroit-là. Et on voit bien que ce n'est pas le fleuve en tant que tel, je crois que c'était plutôt une conjonction d'eau. C'est un chevelu en fait, le Rhône c'est l'axe principal, mais il y a tout le chevelu qui est derrière. On a voulu entamer cette discussion avec cet extrait qui évoque le passage de multiples chevelus à un Rhône unique qui témoigne d'un fleuve mouvant au cours du temps. Alors aujourd'hui, on connaît tous le Rhône comme un fleuve canalisé avec des rives très délimitées, mais ça ne semble pas avoir toujours été le cas, loin de là. Et est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter ce que nos ancêtres pouvaient observer, que ce soit à Lyon, à Vienne, il y a 200 ans ou 2000 ans ? S'il vous plaît, pardon, Stéphane Gaillot. Oui, alors effectivement, ça c'est une des choses auxquelles les géoarchéologues et les géomorphologues spécialistes en dynamique fluviale savent très bien, c'est que l'aspect des cours d'eau change dans le temps, géographiquement aussi, effectivement, enfin, qu'on soit à la source d'un cours d'eau ou à l'aval, à son extrémité, on n'est pas dans les mêmes paysages. Mais on sait aussi que les cours d'eau ont changé d'aspect au cours du temps. Et c'est notamment vrai pour le Rhône, qui est un fleuve très très puissant. Alors, ce qu'on connaît bien, c'est les périodes relativement proches, notamment parce qu'elles sont documentées par des documents historiques, des cartes, des choses comme ça. Et plus on s'éloigne dans le passé, plus les indices sont ténus et plus on a à faire appel à d'autres approches que l'approche historique proprement dite, et c'est là qu'on fait de ce qu'on appelle la géoarchéologie. Ce qu'on sait du Rhône, par exemple au petit âge glaciaire, avant les gros aménagements qui datent, alors on peut peut-être chipoter, mais avant la période des gros aménagements, ça débute au XVIIIe siècle, hein, c'est la canalisation, la rectification des chenaux, les barrages, ça prend vraiment de l'importance à partir de cette période et de la révolution industrielle, ce qui ne veut pas dire qu'avant on n'avait aucun impact sur les cours d'eau, mais ce qu'on sait pour la période qu'on appelle le petit âge glaciaire et pour le Rhône, le petit âge glaciaire c'est environ 1250 jusqu'à 1880-1900, c'est que le Rhône était un fleuve très très puissant,
on parle de chenaux multiples. Il faut vraiment voir, sauf à des endroits particuliers comme à Vienne où on est dans une structure un peu particulière, mais par exemple en amont directement de Lyon, le secteur de Miribel-Jonage, le Rhône faisait 3 km de large, vous aviez des multiples chenaux, c'est ce qu'on parle de tressage, avec des brotteaux boisés, une mosaïque végétale et paysagère très très importante, et c'est ce type de paysage auquel pouvaient être confrontés, présenter les ancêtres de cette période-là. Par contre, à l'Antiquité, c'était encore autre chose. Et puis, à l'Athènes ou à la protohistoire, ça pouvait aussi être d'autres types de paysages. Virginie Serna, peut-être que vous pouvez également nous éclairer, parce que les fleuves, donc, comme le Rhône, mais vous travaillez plus particulièrement sur la Loire, comment tous ces fleuves-là, on a conscience de cette anthropisation des fleuves depuis le 19e, 18e siècle, mais comment peut-être sur une histoire plus longue, l'homme, peu importe le fleuve, a essayé de mettre son empreinte et sa marque sur ces fleuves, pardon. Oui, merci. Alors, c'est une question un petit peu difficile. Et comme mon collègue, donc géomorphologue, on est en tant qu'archéologue, en fait, sur des questions de temps long, bien entendu, et surtout sur un principe qui est très important, c'est de bien comprendre que fleuves, rivières, cours d'eau sont des témoins vraiment privilégiés, d'abord du changement climatique, du temps long, et également sont des archives sédimentaires que l'on peut interroger. Les géomorphologues savent très bien interroger. Alors, si on fait un peu schématiquement, je reprendrai un peu tout le travail qui a été fait par d'autres sur une espèce de temporalité qu'on pourrait faire sur les fleuves. Alors c'est un peu schématique, mais enfin allons-y. Donc on construit, les géographes et les géomorphologues construisent à peu près 7 temps en fait sur ce temps long des rivières. Un premier temps qui est appelé les temps de la nature. Alors on est 9500 à peu près à 3300 avant Jésus-Christ. Donc alors voilà, nature naturante, on verra. Ensuite, on est plutôt sur des notions tout de suite de métamorphose. Donc là, on va de 3300 avant Jésus-Christ jusqu'à 800 après Jésus-Christ. Donc là, on a une ouverture des paysages. En fait, on a une première déforestation importante. Ensuite, la partie qui est la plus sur laquelle moi je travaille en particulier, on peut l'appeler le temps de la maîtrise hydraulique. Ça se voit sur tous les fleuves européens. Donc là, on est entre 800 et 1800 après Jésus-Christ. Donc vraiment... La rivière se fait, j'aime bien ce terme-là, se fait rivière-machine en fait. C'est une rivière de travail. Allez, on y va. Il faut que ça bosse. Et ensuite, on a, pas pour tout, c'est sans doute pas pour le Rhône, mais enfin pour d'autres fleuves, ce qu'on appelle le temps de la déprise. Donc là, c'est la fin des moulins. Et là, on a tout de suite des friches hydrauliques qui commencent à se mettre en place. Et je dirais qu'on a une toute petite date, mais qui est très importante, qui est la date de 1992, qui est la date en fait de la loi sur l'eau, qui d'un seul coup va faire rentrer l'eau dans un monde politique extrêmement intéressant. Et aujourd'hui, il me semble qu'on est aussi dans de nouvelles rivières, puisque avec donc de nouvelles aspirations, où on demande à la rivière des services et on lui propose aussi cette aspiration vers la personnalité juridique. On verra ça. De votre côté, Frédéric Jars, vous, c'est une histoire plus proche, plus récente, plus sociale également du Rhône que vous avez voulu raconter. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'histoire de votre enquête et pourquoi vous avez voulu la mener ? C'est une histoire à la conjonction d'envie personnelle et d'un projet radiophonique, en fait, au départ, mené en collaboration avec la Maison du Rhône, la Maison du Fleuve Rhône, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui était un centre d'anthropologie, de socio-anthropologie du fleuve. Et l'idée, c'était de faire cette enquête ethnographique sonore et d'en tirer ensuite la matière d'une émission dans un format qui, à l'époque, était déjà historique et encore historique, qui était la case de l'atelier création radiophonique de France Culture, qui permettait des formats très longs. Donc on a produit un documentaire de plus de 3 heures, 2 fois 1h30, à partir d'une matière de plus de 20 heures. Donc l'idée, c'était... Nous aussi, on se posait un peu en archéologue, sans aucune prétention scientifique, parce qu'on était plutôt dans une position d'archéologue de l'imaginaire,
C'est-à-dire que l'idée, c'était interroger l'imaginaire des riverains, mais aussi des scientifiques. On a interrogé certains de vos collègues, et je pense, par exemple, on a entendu quelqu'un que vous devez connaître, qui est Anne Lebotte, qui est une archéologue lyonnaise, qui s'est beaucoup intéressée au Rhône dans l'Antiquité, dans l'extrait qui a précédé. Voilà, mais aussi des historiens du fleuve, des politologues, des botanistes, etc. Et l'idée, c'était un peu En fait, on est parti de la période que vous évoquez, de la fin de la période de l'aménagement, et qui a été la dernière grande privation, en fait, du lien que les hommes pouvaient entretenir de façon tangible, concrète avec le fleuve. Quand je dis de façon concrète, tangible, c'est de façon corporelle, de façon économique, de façon imaginaire, de façon, on pourrait même dire presque érotique à certains moments, en allant écouter les gens sur leur expérience, donc des témoins qui, pour certains, étaient très âgés, puisqu'ils étaient nés au début du XXe siècle. Voilà, c'est une enquête qui a 25 ans, donc c'est étrange pour moi, parce qu'à la fois, elle parle d'une certaine mémoire du fleuve, et aujourd'hui, c'est déjà une mémoire en soi, puisqu'il y a un quart de siècle qui s'est écoulé depuis. Et en parlant de la mémoire du fleuve, on va écouter un deuxième extrait qui va nous raconter vraiment, qui va nous montrer cette période toute particulière où l'homme a décidé volontairement et de façon très volontariste d'imprimer sa marque sur ce fleuve. La page régionale de ce journal nous conduit à 40 km de Lyon, où Raymond Barre vient d'inaugurer le barrage et l'usine hydroélectrique de Vaugry-sur-Rhône. Il a fallu 4 ans pour construire cet énorme complexe industriel dont l'intérêt est évident en pleine crise de l'énergie. Monsieur Barre a souligné l'importance de ces travaux au micro de notre envoyé spécial Maurice Fusier. La mise en valeur du Rhône est d'abord énergétique. Vaugry est la 15e des chutes échelonnées sur le Rhône. La régularisation du fleuve a facilité le développement de notre programme national de production d'électricité nucléaire. Nos élus, comme les populations, ont compris avec une infinie sagesse que d'autres pays nous envient, si comme vous le puissiez le savoir, combien était fondamental pour notre indépendance énergétique et donc pour notre indépendance nationale les réalisations qui ont été entreprises dans ce domaine. Cependant, c'est la navigation qui bénéficie le plus directement encore de l'aménagement de la chute de Vaugry. Le Rhône et la Saône constituent désormais la grande artère moderne de navigation du sud de la France. Des chances nouvelles sont ainsi offertes à la région rhodanienne. Alors, vous parliez d'imaginaire du fleuve. Là, c'est un autre imaginaire tout particulier qui est saisi, qui est mis en avant. C'est l'imaginaire du progrès. Alors, qui veut réagir à cet extrait? Est-ce que Frédéric, vous vouliez... Moi, j'ai une première réaction, c'est que, je répète ce que j'ai dit, de tout temps, les hommes, alors de tout temps, c'est précisément une formule que les archéologues n'aiment pas beaucoup, il faut être plus précis que ça, mais ne serait-ce qu'à l'Antiquité, qui finalement n'est pas si loin de nous, c'est 2000 ans, les hommes ont aménagé les cours d'eau, les Romains ont construit des barrages, des digues, il y avait des moulins sur les cours d'eau, des ponts bien évidemment, mais effectivement je pense que donc il faut garder il y avait des canaux, des dérivations, des rectifications de cours d'eau, c'est connu sur le Rhône dans la partie amont. Il faut garder ça à l'esprit et équilibrer ça avec le fait qu'effectivement c'est à la révolution industrielle où les choses sont passées dans un autre ordre de grandeur et qu'on a véritablement, à mon avis, transformé complètement l'aspect des cours d'eau et passé de cours d'eau qu'on peut maintenant dire avec un aspect naturel à quelque chose de très 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 artificialisé, si ce n'est qu'il y a quand même une composante naturelle dans le cours d'eau, c'est quand même l'eau, les petits poissons, les petits papillons, la végétation aux alentours.
Voilà. Et moi j'ai une interrogation tout de même. Est-ce qu'il n'y aurait pas, à un moment donné dans l'histoire, un moment où les fleuves n'ont pas été investis par les hommes? Est-ce que ça a pu arriver, sachant que le Rhône était un fleuve perçu comme dangereux? Est-ce que ça a pu arriver pour la Loire, par exemple, qui est toujours perçue comme étant plus sauvage? Bon, alors on va arrêter tout de suite avec ce terme de sauvage. Donc la Loire n'est pas sauvage, il n'y a pas plus anthropisé en fait comme fleuve. Il faut parler donc d'une dynamique qui est peut-être un peu plus sauvage que dans les autres cours d'eau, ou une dynamique naturelle, mais la Loire n'est pas sauvage. Alors, le slogan a plu, le slogan marche encore, allons-y. Voilà, mais gardons en tête que lorsqu'on le dit, on ment un peu. Par rapport à votre question, alors c'est intéressant le terme que vous employez, vous dites investir. Alors effectivement, l'homme investit les rivières, alors il les investit aussi de façon très joyeuse aussi. On s'y lave, on s'y baigne, on l'utilise, on y rentre dedans, on y navigue. Donc l'homme n'est pas toujours qu'un prédateur atroce. Hein. Donc voilà, il y a quand même eu aussi pendant longtemps des communautés qui ont su être riveraines de façon paisible, de façon courageuse, de façon prudente aussi, c'est-à-dire en éloignant en fait... leur habitat, ou en les posant sur des tertres ou sur des montiles, comme ça s'est fait sur la Loire. Mais même si, pour l'instant, il est vrai, en archéologie, nous n'avons aucun signe, aucune trace, aucun artefact, au point de vue des bateaux, hein, je parle, qui nous raconterait un peu la navigation antique sur la Loire. On sait qu'elle s'est mise en place, c'est évident, sans doute sans aucun problème dès la protohistoire, voire même peut-être au néolithique, à voir. Voilà, donc cet investissement, ça n'est pas qu'un investissement économique, c'est aussi un investissement de vie. C'est ça, moi, qui m'intéresse, c'est comment les communautés, en fait, se font riveraines et quelles sont leurs façons de vivre la riveraineté, en fait, à chaque période. C'est ça, enfin, moi, c'est ça qui m'intéresse. De votre côté, Frédéric Jars, comment est-ce que vous avez vu dans votre enquête, auprès des entretiens que vous avez menés, la perception de ces personnes-là qui ont vécu le fleuve sur une longue période, cet imaginaire du progrès s'imposer au fleuve et à leur mode de vie à eux, comment est-ce que ça, vous l'avez perçu? Si on se place au point d'arrivée, c'est-à-dire au moment où on a fait l'enquête, le constat c'est celui d'une profonde nostalgie, je dirais presque d'une mélancolie riveraine, hein, on pourrait dire. Là je parle des habitants, des riverains et des praticiens du fleuve, hein, que ce soit, comme vous le dites, Madame Serna, les gens qui se baignent, mais aussi les pêcheurs, ceux qui joutent sur le fleuve, les mariniers, bon, bref, un peu tout le monde. Oui, il y a une profonde fracture, parce que je suis d'accord avec ce qui a été dit sur le fait que l'anthropisation des fleuves, c'est pas une invention récente. Si on lit dans notre enquête, on fait une large part au propos de Jacques Rossiot, qui est un historien vraiment très, très important, hein, des fleuves et du fleuve Rhône en particulier, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle Le Rhône au Moyen-Âge. On voit bien en lisant ce livre, alors on parle d'un Rhône là qui était post-antiquité, hein, au Moyen-Âge, donc beaucoup d'aménagements, notamment la région de Vienne, qui était notre terrain d'enquête, avait été très investi par l'Empire romain. Hein. Il y avait les plus grands entrepôts après ce Drôme, les plus gros entrepôts fluviaux de l'Empire romain à Vienne. Il y avait tout un système d'aménagement, des ports, etc. Et en fait, tout ça décline évidemment au Moyen-Âge. Mais quand on lit le livre de Jacques Rossiot, on se rend compte qu'il y avait une activité monumentale. Simplement, voilà, des moulins, des oserets, la pêche... voilà, donc en fait, l'anthropisation, elle a toujours été là, mais il y a eu un coup monumental qui a été donné. Et c'est comme toujours sur les problématiques d'écologie, hein, il me semble, les choses s'accélèrent et s'intensifient. Après-guerre, bon, pour le Rhône, c'est le barrage de Génissia, puis ensuite la construction de 19 barrages sur le cours du fleuve, ce qui est énorme, hein, sur 900, presque 900 km de cours de la Suisse à la Méditerranée. Il y a près de 200 km qui sont canalisés, enfin dérivés. Donc voilà, il y a un ralentissement du cours, une canalisation, une artificialisation des berges. Donc pour
pour les gens, c'est vraiment une séparation extrêmement violente, en fait. Là, ce qu'on a entendu, c'est une archive, on entend notre cher ex-maire Raymond Barre, qui était alors Premier ministre, jeter la bouteille de l'inauguration sur la retenue de Vaugry, et c'était le coup final à Vienne, c'est-à-dire que dans la région de Vienne, les gens sont totalement séparés du fleuve. À Lyon, on est mieux lotis. Et à ce titre, je vous donne la parole, Stéphane Gaillon. On a vu fleurir depuis 70 ans de nombreuses entreprises sur les bords du fleuve Rhône, à l'instar de Rhône-Poulenc, qui est notamment cité dans votre documentaire. Comment les entreprises, qui sont mine de rien très nombreuses, à la fois avec des barrages, à la fois avec de l'emprise au sol en lisière directe de ces fleuves, ont pu s'installer au vu des nombreux sites archéologiques que l'on découvre aujourd'hui? Comment est-ce que ça a pu se passer, et comment vous le comprenez et comment vous l'appréhendez, vous, en tant qu'archéologue? Ça c'est encore un héritage d'une période où précisément on ne tenait pas suffisamment compte du passé archéologique. Et puis aussi, votre question, elle me fait penser à quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est le risque d'inondation. Les gens qui font de l'archéologie ou de l'histoire, et les riverains que vous avez pu interroger, ont cette grille de lecture de savoir où était la côte, ou jusqu'où a débordé la dernière grosse crue, enfin pas ce qu'on appelle la crue de référence. Et ça, c'est quelque chose qui a été oublié par les aménageurs pendant des dizaines d'années, et on subit cet héritage maintenant. Et effectivement, il y a des aménagements qui sont mal situés par rapport aux rivières. Mais ça revenait aussi à ce que disait ma collègue tout à l'heure. C'est que le cours d'eau, c'est avant tout une ressource. Alors, il peut présenter des risques, mais c'est la ressource en eau, en fait. Et sans eau, l'homme ne peut pas vivre. Donc on se met à proximité. Quand on était peut-être plus sage que maintenant, on se mettait pas trop près. Mais bon, les archéologues savent très bien quand même que de temps en temps, on a beau être loin, on se prend quand même une crue sur le nez. Et puis je pense que voilà, le XXe siècle, il y a eu peut-être un sentiment de toute puissance. Alors je ne suis pas sociologue, donc je ne veux pas m'accaparer des thèmes que je ne maîtriserai pas. Mais voilà, il y a eu probablement ce sentiment de on contrôle tout, on maîtrise tout, on artificialise tout, et puis du coup on peut s'approcher. On abusait aussi beaucoup de cours d'eau. Là on parle du Rhône et peut-être un peu de la Saône. On pourrait aussi parler de tous les petits cours d'eau, la thématique c'est quand même l'eau, de tous les petits cours d'eau qui ont été busés et qui ont disparu du paysage. Il y en a à Lyon, il y en a à Vèze, il y a la Rise, mais moi je connais bien ce secteur, je suis persuadé qu'il y en a d'autres ailleurs. Alors tout à l'heure, Frédéric Jarre, vous évoquiez la nostalgie des habitants du bord du fleuve. On va écouter un extrait qui va revenir sur cette thématique-là. Oui, alors, vous voyez, par exemple, si j'avais à vous lire celui-là, ça répète le grand fleuve. Le fleuve était blessé, mais restait indomptable. L'homme, dans ses barrages, l'avait emprisonné. La nature maintenant désignait le coupable. À servir d'esclave, l'homme l'avait condamné. Mais comme le fouet cinglant vient armer le bourreau, à l'homme, dans sa veine, vint ouvrir la blessure, le grand fleuve royal déchira ses barreaux, à son tyran soumis, présenta sa facture. J'écris tellement mal, je ne peux pas m'en dire. Oui, c'est pas pour ça que je voulais vous dire ça. Vous voyez, pour refléter un peu ce qu'était le fleuve, et lui, il me partagera. Attendez, je l'ai derrière. Oui, voilà mon comme je veux. Alors, on a ce fleuve dans le sang, quoi. Moi, tous les matins, tout de suite, mon premier regard, c'est le Rhône. Je dis à ma femme, tiens, il a monté un peu, ou alors c'est là. Et pour un profane, pour maintenant des gens jeunes, ils font pas attention, ils coulent de l'eau, on dirait un lac. Mais nous, on est meurtris de voir l'aspect du fleuve actuel. Il n'y a plus rien à voir avec ce qu'on a connu. Mais on voudrait revoir un peu un fleuve libre, un Rhône libre. Là, on l'entend, cette nostalgie.
on entend autre chose, on entend un accent, on entend une culture, Oui. on entend un mode de vie. Comment vous, dans ce que vous avez vu, vous avez senti ces habitants qui ont des modes de vie qui ont été modelés par le fleuve, justement? Alors, on a fait des entretiens assez extensifs, en fait. La parole était assez libre. Donc, moi, je suis psychologue, donc je suis un peu habitué à laisser les gens parler sur le mode de l'association libre. Et c'est ce qu'on a privilégié dans cette enquête. Donc, on s'écartait. Vous voyez, là, cet homme qui est un riverain de la rive droite de Vienne, à Sainte-Colombe, lui est passé pour commencer par la lecture d'un poème qu'il avait écrit en toute simplicité. Mais ça peut être parfois des implications, je disais tout à l'heure, presque érotiques. Enfin, il y a des gens dans l'enquête qui nous racontent qu'ils sont tous les jours sur le fleuve, alors que ce n'est pas leur métier, mais en barque, en bateau, qui vont tous les matins vider leur barque, rattacher leur barque, ou qui vont à la pêche, ou qui... Voilà. C'est vrai qu'on a pris vraiment les gens dans leur terroir, et donc avec leur accent, vous l'avez dit, avec leurs habitudes, il y a 25 ans, je trouve, il y avait... C'est toujours un peu ça, une enquête dite anthropologique ou ethnographique. Moi, je ne suis pas du tout ethnographe ni anthropologue, mais c'est un peu cette démarche. Les gens, ils n'ont pas d'arrière-pensée sur ce qu'ils disent, ils n'ont pas de représentation de cette perte, ils la vivent et ils l'incarnent dans leurs mots. Alors on l'entend dans leurs accents, on l'entend dans leurs expressions. Quand on écoute les entretiens au long cours, on se rend compte qu'il existe tout un vocabulaire, tout un patois, tout un dialecte autour du fleuve. Et puis on l'entend aussi dans l'environnement sonore. Alors l'extrait qu'on a entendu, c'est un extrait déjà monté avec un travail sonore pour l'émission. Mais en faisant les prises de son, on était constamment, et ça on l'a laissé volontairement, on aurait pu faire les entretiens en studio, mais on était constamment parasité par ce qu'on entend autour, c'est-à-dire le bruit de l'autoroute, le bruit des trains qui passent, le bruit des grosses barges qui passent sur le fleuve. Enfin, il y a toujours une espèce de pollution sonore intrinsèque qui est liée au fleuve anthropisé. Ne parlons pas des chutes, quand on est près des barrages, des turbines, etc. Donc ça aussi, on a voulu le faire entendre. C'était très présent, en tout cas dans la deuxième partie de l'enquête qui a donné lieu aux ateliers de création radiophonique. Et justement, moi j'ai beaucoup apprécié écouter cette enquête en deux volets, par cette présence de tout l'environnement du Rhône. Et on est immergé, comme on le disait, dans une culture, mais aussi dans un environnement, dans ce fleuve-là. Et c'est vraiment un document sonore très riche et très émouvant même à écouter. Virginie Serna, pardon, vous vouliez réagir? Oui, j'ai beaucoup aimé ce phrasé qui revient aussi chez tous les gens qui sont proches de la rivière, c'est « Ah, moi je me lève, je vais à la rivière ouais. ». Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on entend aussi sur la Loire, sur l'ensemble. Et là, on est en train, alors peut-être avec 25 ans de retard par rapport à votre travail, mais c'est intéressant, puis chaque fleuve et chaque communauté avance à son rythme sur les bassins versants. Mais sur la Loire, on est en train donc de monter un projet qui est un projet sur le patrimoine culturel immatériel. Et c'est l'envie, en fait, d'essayer de travailler sur ce qu'on appelle donc les savoirs nautiques ligériens, c'est-à-dire retrouver les savoirs liés à la navigation en Loire, qu'ils soient anciens par rapport à des sites archéologiques ou au contraire très contemporains, donc ceux de là en ce moment, puisqu'on sait qu'il y a une espèce de renouveau très particulier sur la navigation en Loire. Et donc on fait la même démarche. Alors, armés cette fois-ci, nous, avec vraiment des ethnologues qui vont avec des thématiques particulières, et on fait ces mêmes capsules sonores, mais on a décidé de travailler vraiment sur des séquences de gestes qui sont liés à la navigation. Donc on interroge un petit peu moins en fait les riverains, on interroge vraiment presque les navigateurs, appelons-les comme ça, bateliers, et puis on les interroge donc au niveau du son que produisent en fait leurs gestes, de séquences de navigation, mais également au niveau donc des croquis vont être faits vraiment sur les attitudes, sur les postures. Voilà, on va essayer d'engranger tout ça pour que ça ne se perde pas et pour réfléchir à justement la vulnérabilité et la fragilité de ce savoir nautique ligérien. Stéphane Caillot, vous vouliez peut-être réagir sur les cultures propres au fleuve?
Non, j'ai pas de réaction spéciale. Effectivement, si... Je confirme, je répète aussi que ne serait-ce qu'en regardant des tableaux, à Lyon, il y a deux beaux tableaux qui datent du XVIIIe siècle. Alors, j'ai plus le peintre en tête, mais qui sont deux panoramas, un du Rhône et un de la Saône en pleine ville. Et ce qu'on voit, c'est effectivement l'extrême densité des activités liées au fleuve et à la rivière, puisque la Saône est une rivière. Alors, comme c'est des tableaux, il y a probablement un petit peu de mise en scène, mais on voit les moulins, on voit l'extraction, on voit les lavandières, enfin, on voit la diversité. Et effectivement, je reprends votre terme que j'ai bien apprécié tout à l'heure de tangible. On perçoit complètement que le rapport au cours d'eau était vraiment beaucoup plus concret et beaucoup plus tangible qu'actuellement, sachant qu'actuellement, on est quand même en train d'y revenir. Je dirais qu'il y a 30 ou 40 ans, c'était non pas la catastrophe, parce qu'il y avait quand même des bateaux et on pouvait pêcher à la ligne dans les cours d'eau, mais on a eu un point de basculement et il y a beaucoup d'efforts dans ce sens-là, mais à Lyon, on peut pêcher dans les cours d'eau. Alors, il ne faut pas consommer les poissons parce qu'ils sont pollués, mais on voit des gens qui font du paddle, on voit des gens qui se baignent, même si c'est interdit. Et je ne vais pas dire qu'ils ont bien raison, mais voilà. L'eau est suffisamment bonne qualité à Lyon pour pouvoir s'y baigner. On peut prendre le risque. En plein été, allez vous balader quai de Saône. Il y a des gamins qui plongent dans la Saône pour se rafraîchir. Je pense qu'il faut pas trop boire la tasse et prendre une bonne douche derrière, parce qu'on voit aussi pas mal de choses qui flottent, là, les bouteilles, les choses comme ça. Le Rhône, il court un peu plus, donc on peut s'y baigner dans le Rhône. Je ne suis pas sûr que ce soit autorisé. Je ne suis pas sûr non plus. Mais en tout cas, c'est pratiqué. On va écouter un nouvel extrait qui va également nous plonger dans la vie des habitants du Rhône. Sur la rive gauche, il y avait des gens qui se baignaient en face de l'île Barlet, il y avait des plages de gravier, mais c'était plein de monde qui se baignait tout le temps. Bon. Rive droite. Ça, c'était un truc fabuleux aussi. On traversait, parce qu'il y avait quand même pas mal de filles qui se baignaient sur la plage en face, mais il fallait monter à Loire pour arriver en face à la nage, charrié par le courant, il fallait monter au moins 1,5 km ou 2 km plus haut. Et si on voulait arriver là-bas, sinon on manquait la plage, on arrivait trop bas. Et puis donc ça nous permettait d'aller draguer un petit peu là-bas sur ce banc de gravier. Après on revenait, on avait juste le temps de retraverser, après on arrivait à l'île Barlet. Du coup là on l'entend, le fleuve comme lieu récréatif également. Est-ce que l'un de vous a envie de réagir à cet extrait-là ? Frédéric peut-être ? Oui, c'est un très bon lien avec ce qu'on disait juste avant. Sauf qu'à l'époque, effectivement, je pense que le Rhône commençait à être pollué, mais c'était une pollution essentiellement organique. Il y avait déjà sûrement Rhône-Poulain, que c'est pas tout à fait récent, mais il y avait sûrement un peu de pollution industrielle. Et on était chimique, je veux dire, hein, mais on n'était pas en mesure forcément on n'avait pas accès aux analyses publiquement. Mais c'est sûr que voilà, les générations, là, on entend Henri Montabonnet, qui est aujourd'hui un vieux vigneron, mais qui a été maraîcher au bord du Rhône, qui est un praticien qui a écrit plusieurs livres sur le fleuve, qui est un personnage vraiment extraordinaire. Hein. C'est vraiment le personnage clé de ces entretiens. Et merci de le faire entendre. Voilà, il a passé sa vie dans l'eau, donc il est encore en très bonne santé. Il passe sa vie dans le vin aujourd'hui, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, il ne faut pas se baigner dans le Rhône et boire trop la tasse. Puis c'est déconseillé de se baigner dans les 10 jours qui suivent un gros orage, quoi, parce que tout est lessivé, les égouts, etc. Donc moi, ça m'arrive de me baigner dans le Rhône, mais on fait une traversée assez rapide, quoi. Et oui, voilà, en fait, là, c'était la vie quotidienne, en fait. Je pense que ce qu'Henri évoque là, c'est vraiment la vie quotidienne. Et on voit un peu la dimension érotique, là. On traverse pour aller voir les filles de l'autre côté. Et il n'y a pas de piscine, on se baigne dans le Rhône. Et là, il évoque les années 50, 60. Donc, il y a encore très peu de temps, il y avait un lien très organique, très, très somatique au fleuve, en fait, qui se retrouve un peu aujourd'hui. Mais je dirais
bon, on en est encore loin. J'ai vu il y a quelques mois dans une exposition en arrière au musée des Confluences des citoyens suisses se baigner dans je ne sais plus quel cours d'eau en pleine ville. C'était assez impressionnant, ça faisait très envie. Je pense qu'on en est encore loin ici, mais peut-être qu'un jour ça reviendra. Dans la Loire, on doit pouvoir plus facilement se baigner. Voilà, je vais donner donc mon témoignage. Moi, je suis quelqu'un qui se baigne. Alors, le terme est en fait, on navigue en fait. C'est ça qui nous permet de rentrer en Loire. Donc, on le fait ça donc tous les dimanches matins en fait, de 9h. À partir de 9h, on se donne rendez-vous sous un pont. On part donc, on est une petite dizaine, et puis ça se fait beaucoup en club en fait, pour être un petit peu tous ensemble. Effectivement, alors on ne se baigne pas tout à fait. En fait, on est allongé et on palme. Donc, on est sur un insubmersible et on palme, ce qui fait qu'effectivement, on ne se baigne pas, on navigue en fait. On a un petit engin qui est un insubmersible et qui nous permet donc de contourner la législation, si je puis dire. La navigation, elle se fait sur la Loire quand même aux risques et périls des usagers. On est quand même sur une Loire qui est déclassée. Alors cette baignade en Loire, elle est quand même, et je pense dans tous les fleuves, elle est réclamée, elle est demandée, elle est convoquée. Il va falloir quand même qu'on réfléchisse bien là-dessus, parce qu'avec le changement climatique, tout le monde a envie d'aller se mettre à l'eau. Alors il n'y a pas d'obligation de rentrer complètement le corps dans l'eau. Il suffit quand même, tout simplement, je le fais souvent avec des enfants, mettre les mains dans l'eau, ça suffit déjà. Et déjà, cette accessibilité en fait du fleuve qu'on a beaucoup perdu en ville, il faut qu'on la retrouve absolument. Il faut qu'on ait le droit à nouveau de mettre les mains dans l'eau très facilement quand on en a envie en ville, que ce soit à Lyon, que ce soit ailleurs. Il faut arrêter avec ces berges dures, minéralisées, ces quais qui font peur, ces anneaux, ces échelles métalliques, et qu'on retrouve un peu une douceur des grèves, une douceur de ce qu'on appelait les chantiers. Et le vocabulaire qu'emploie donc la personne qui est interrogée est intéressant. Il a tout un vocabulaire en fait de navigation. Il dit attention, je vais passer à contre-courant. Là, il y a des graviers. Il faut que je remonte. Il a en fait tout le vocabulaire du poisson. Et voilà, donc c'est ça qui est génial avec le fleuve, c'est que ça nous rend poisson très vite, quoi. Donc il faut y aller. Stéphane Gaillot voulait également réagir. Il me venait à l'esprit que cet été, on a les JO à Paris et qu'il est prévu qu'une des épreuves, c'est le triathlon. Triathlon, ouais. Se fasse dans la Seine, donc complètement dépolluée. Que à ma connaissance, c'est pas encore complètement maîtrisé, mais là encore, c'est pas ma spécialité, mais on parlait tout à l'heure des orages, et le gros problème dans ce cas-là, alors on fait un raccourci en disant le problème c'est les orages. Non, le problème c'est la pollution anthropique qui va être lessivée par les orages. Donc le problème c'est pas l'orage, mais je pense qu'il y a encore une préoccupation, et je souhaite vraiment que ça se résolve et que cette épreuve puisse avoir lieu dans la Seine, parce que ce serait une super belle image. Mais voilà, en tout cas, quand dans les gros centres industriels, alors peut-être moins en Suisse, parce que précisément il y a une culture dans ce pays, il y a une culture du respect de la nature, on va dire, qui est plus avancée qu'en France en tout cas. Mais voilà, il faut faire gaffe en ce moment. Tout à l'heure, on parlait d'un terme qui était draguer. Draguer, c'est aussi ramasser le fond du fleuve, le lit du fleuve, ramasser les gravats, les graviers. C'est aussi voir le fleuve comme une ressource, et comme un lieu ressource. Est-ce que, Frédéric Jarre, je vois que vous avancez vers le micro, est-ce que vous pouvez réagir à ce terme-là aussi, les fameuses dragueuses du Rhône? Oui, c'est marrant que vous disiez ça, parce qu'en fait, pour moi, il y a toujours un point de départ à un projet... je sais pas, artistique ou créatif. Et pour moi, c'était l'image des dragueuses qui étaient amarrées entre Vienne et Lyon lorsqu'on était enfant, parfois à Vienne, des dragueuses qui ramassaient le gravier à des fins uniquement industrielles, mais qui étaient amarrées pendant des mois dans le chenal, et qui la nuit étaient éclairées. Alors faiblement, comme on pouvait avant éclairer les espaces industriels, pas comme aujourd'hui avec des gros projecteurs blancs, mais un peu faiblement comme ça. Et à l'époque, témoin aussi des changements et climatiques et anthropiques,
sur le fleuve, il y avait énormément de brouillard. Je dirais que jusqu'aux années 80, la région de Lyon et le fleuve étaient un lieu recouvert par le brouillard un très grand nombre de jours et de nuits dans l'année. Et cette image des barges comme ça, immergées dans une nuée d'obscurité et de brouillard avec quelques lumières faibles sur le fleuve, c'était quelque chose qui m'avait lancé dans... voilà. Au départ, c'était un projet de film, puis c'est devenu un projet de radio, celui que vous avez entendu. Bref, drague, oui, drague donc du fond du fleuve pour la ressource en pierre, en gravier. Et d'ailleurs, on arrive à ce phénomène que vous devez connaître, Madame Sternac, qu'on appelle le pavage, c'est-à-dire une fois qu'on est arrivé à la dernière couche de sédiments, eh ben, en fait, il y a une espèce de route en pierre au fond du fleuve et plus de vie possible à cet endroit. Donc là, pourtant, on était sur des activités qui sont très anciennes, qui datent probablement du 19e siècle pour leur origine. Et puis drague, oui, c'est sûr que, je l'ai dit, on l'a entendu à travers l'extrait où on entend Henri, la baignade, la plage, etc. C'est des moments érogènes où il y a de la drague, il y a de l'amour potentiel. Et puis le fleuve, c'est souvent un lieu, comme tous les lieux liminaires, où il y a des choses, on le sait, il y a des choses la nuit, il y a une activité de rencontres, plus ou moins clandestines. Enfin, il y a des multiples exemples tout le long du cours du fleuve, entre les boîtes de nuit, les rassemblements nocturnes. Et ça continue, enfin... Aujourd'hui, on voit, et c'est pas mal d'ailleurs, je trouve que les quais du Rhône et de la Saône à Lyon, c'est quand même beaucoup mieux avec des jeunes gens qui font la fête, même s'ils font du bruit, qui boivent des coups, qui rigolent entre eux, qu'un cimetière de voitures arrêté pour la nuit, quoi. On voit à quoi vous faites référence. Virginie Serna, peut-être une réaction sur... Alors, deux réactions. La réaction sur le dragage. Donc, pour la Loire, le dragage a provoqué l'incision du lit complet. Alors, on n'a pas ce terme de pavage que je ne connaissais pas, nous. Donc, le pont Wilson, en fait, à Tours, s'est effondré en 1978 à cause, en fait, du dragage et de l'incision du lit. Et lorsque les piles se sont effondrées, là, la réaction a été immédiate. Enfin, immédiate, disons qu'il a fallu quand même attendre 1994 pour qu'il y ait l'interdiction de l'extraction de granulats, qui maintenant est complètement terminée. Donc ça, c'est pour la partie drague. Et pour l'autre partie drague, qui est aussi intéressante, d'ailleurs, je ne sais pas comment on pourrait lier ces deux termes quand même. Il doit y avoir quelque chose, je sais. Je crois que c'est lié, pour le coup. Ah oui ? Je crois que le fait de draguer, draguer oui. Au sens amoureux, est lié au fait de draguer et ramasser au fond du fleuve. Oui, alors il faudra quand même expliquer le J'ai cru voir lien. passer ça quelque part. Il faudra regarder et vérifier, effectivement. Dictionnaire historique de la langue française. Voilà. Et on va la beauté des mots. On va réfléchir à ça. Et c'est vrai que ce retour, en fait, qu'on voit maintenant depuis à peu près 10, voire même un peu plus, de la ville vers ses fleuves, vers ses quais, est assez... Ça marche à tous les coups, quoi. On l'a vu à Orléans, là, vraiment le réinvestissement d'un seul coup, le départ des voitures, puis le réinvestissement, le retour, en fait. Sur la Loire, ça fonctionne très bien, ça marche très bien. Il y a plein de fêtes. Là, hier soir, je me promenais très tard le long du Rhône. Bon, je m'apercevais, alors quand même, il y a quand même une idée d'esthétique quand même du Rhône à Lyon que je trouvais particulière, avec cette lumière bleue là. Voilà, il y a des tas de restos, il y a des tas de gens, il y a de la vie, c'est fabuleux. Alors moi, le Rhône reste quand même un fleuve qui me fait un peu peur. J'avoue que voilà, il est quand même un fleuve puissant qui me fait un peu peur, quoi, quand même, mais que je trouve très intéressant. Donc ouais, les géographes ont appelé ça le terme de flurbanisation, c'est-à-dire le retour en fait des villes vers leurs fleuves. Et ça marche très bien, c'est ce que veulent les gens. Alors malheureusement, le temps commence à nous manquer. On avait encore plein d'extraits qu'on voulait vous faire écouter, sur lesquels on voulait échanger. C'est pas grave, on va quand même garder 10 minutes pour que le public puisse vous poser des questions, qu'on continue cet échange. On va faire une très courte pause musicale et puis on va se retrouver avec des questions venues du public. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.
On va passer du coup aux questions du public qui vont être adressées à nos invités du jour, Stéphane Gaillot, Frédéric Jars et Virginie Serna. Donc on va passer à la première question. Bonjour, ça serait pour savoir, est-ce qu'il y a des fouilles archéologiques sous-marines aujourd'hui sur le Rhône et la Saône à Lyon? Stéphane Gaillot, je crois que c'est pour vous, c'est adressé à vous. Oui, bonjour. Alors aujourd'hui même, non. À ma connaissance, non. Et je pense que si on avait, je serais au courant. Il y a quelques années, il y a eu une prospection subaquatique par les gens d'une association auquel on fait assez souvent appel pour prospecter des tronçons de cours d'eau. Donc je sais qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été faites du côté de l'île Barbe. Alors, sachant que la Saône et le Rhône ont été très très artificialisés, mais il y a quand même eu quelques découvertes. Et il y a des projets, je sais, en amont de Lyon, du côté de Miribel, Jonage, pour les années à venir, même probablement plus tôt que ça. Voilà. Sachant que c'est des services dédiés avec des agréments spécifiques et que typiquement au service archéo de la ville de Lyon, on n'a pas les agréments. L'archéo est super organisé, c'est un vrai métier. Et voilà, on ne s'improvise pas prospecteur subaquatique. On va passer à une deuxième question du public, à moins que Virginie Serna voulait réagir. Non, pas. On va passer à une deuxième question du public dans ce cas. Bonjour. Oui, ça marche. Une question par rapport à un diagnostic territorial qui avait été mené en lien avec des Kogis sur le Rhône. Et parce que vous parliez d'imaginaire au début, et d'imaginaires différents, nouveaux, avec le fleuve par exemple, qui pouvait avoir une vie propre. Est-ce que vous pouvez en parler? Je n'ai pas d'informations dessus. Alors, je vois que c'est une question piège dont personne n'arrive à se saisir sur l'imaginaire propre au fleuve Rhône, c'est ça? En fait, la question de la création d'un imaginaire alternatif pour le Rhône. Et justement, il y avait le fait de faire venir des peuples premiers d'Amérique du Sud qui avaient travaillé sur le fleuve en lien avec des chercheurs et des chercheuses françaises pour construire un imaginaire nouveau. Les Kogis, vous avez parlé des Kogis, c'est ça? Les Indiens Kogis. D'accord, ok. Alors moi, je ne suis pas au courant d'un tel projet, mais je ne sais pas s'il faut aller chercher si loin l'imaginaire. En fait, il y a un imaginaire chez tout le monde, hein, comme le dit d'ailleurs quelqu'un dans les émissions qu'on avait réalisées, un politologue, Philippe Dujardin. Il y a un imaginaire chez tout le monde, y compris chez l'aménageur, chez le pire des aménageurs. Quand on peut regarder avec profit sur le site de l'INA un film qui s'appelle L'Or du Rhône, qui date des années 50, et on voit la construction du barrage d'Anzère-Mondragon. Et en le regardant aujourd'hui, on a vraiment l'impression d'une scène de guerre, mais totale, quelque chose avec expropriation, destruction des maisons, enfin un chantier titanesque, inhumain en fait, avec 7000 hommes qui sont à l'assaut du fleuve, etc. Et en fait, le discours qui est déroulé, c'est que c'est quand même formidable, tout ça, c'est le progrès. Donc il y a un imaginaire des aménageurs, il y a un imaginaire de tout le monde. Moi, je pense qu'il faut qu'on retrouve le nôtre propre. Il a sûrement beaucoup plus à s'inspirer du passé. Enfin, notre projet en faisant cette émission, c'était certainement quelque chose d'un peu nostalgique, je l'ai dit, mais c'était aussi quelque chose de politique. C'était aussi de montrer que cette vie-là, elle a existé et qu'elle pourrait à nouveau exister, en dépit de tout le mal qui a été fait au fleuve et à l'environnement fluvial. Et justement, en parlant, moi, d'imaginaire, tout à l'heure, on parlait du brouillard. Vous parliez que le fleuve Rhône était un fleuve qui vous faisait peur. Il y a tout un imaginaire, toute une mythologie autour de ce fleuve-là également. On peut penser au Mache-Croûte à Lyon, à la Tarasque à Arles. Il y a une mythologie autour des fleuves. Est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être un petit peu ces histoires-là autour du fleuve Rhône et peut-être après, Virginie Serna, sur des imaginaires et des mythologies autour d'autres fleuves comme ça? Je vais être très rapide parce que c'est infini, puis moi je ne suis pas du tout spécialiste. Mais oui, il y a un imaginaire qui puise beaucoup ses racines dans le monde médiéval. Et puis qui se poursuit ensuite, tout ce qu'il y a eu autour de Frédéric Mistral, etc., qui n'est pas toujours forcément reluisant, mais donne une suite à tout ça. Après, c'est devenu un peu du folklore, mais moi, je suis intéressé d'entendre ce qui existe sur la Loire.
Alors, moi, je ne suis pas algérienne. C'est-à-dire, j'ai travaillé sur pas mal d'autres rivières avant, que ce soit la Somme, la Marne, la Canche. Les imaginaires, comme vous le dites, il y en a partout. Chacun... Par exemple, dans la Canche, c'était extraordinaire. La Canche, c'est tout un tout petit fleuve côtier. Donc là, on est dans le Nord-Pas-de-Calais. On travaillait sur une épave du XVe siècle. Et puis, tous les matins, on avait quelqu'un qui venait nous voir et puis qui venait me voir, en fait, qui regardait la rivière et qui me disait « Oh là, ben là, il y a du brun. » Et je ne comprenais pas du tout ce que ça voulait dire. Il y a du brun. Et alors, je répondais naïvement « Oui. » Et en fait, voilà, le brun, c'est un sédiment en suspension qui était là. Et il me le disait tous les matins, et à chaque campagne de fouille, il revenait avec ça. Donc, finalement, je me dis que le brun, pour lui, c'était autre chose que du sédiment. Ça devait être... Je sais pas, enfin, en tout cas, c'était quelqu'un avec qui il avait envie de parler. Donc... Voilà, sur la Loire, on n'est pas non plus dans il n'y a pas de récit mythologique, il n'y a pas de déesse, comme il y a pour la déesse Séquana pour la Seine, il n'y a pas ça sur la Loire. Donc finalement, délivré peut-être aussi de ça, chacun peut y apporter son imaginaire. Alors maintenant, il y a la notion de peuple de Loire qui est en train d'émerger, qui est très intéressant de voir... Voilà, mais je crois que c'est exactement ce que vous avez dit. Chacun son imaginaire et Dieu merci, Dieu merci. Eh bien, merci à tous les trois. Malheureusement, on va arriver au terme de notre émission, qui était passionnante. Virginie Serna, merci. Stéphane Gaillot, merci. Frédéric Jarre, merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Virginie Serna, peut-être nous rappeler quand est-ce qu'on vous retrouve pendant le festival ? Eh bien, je crois que je parle avec d'autres donc ce soir à 20h, c'est ça, au musée Gadagne. Et là, on va avoir une, j'espère, très très jolie soirée. Alors, pardon, j'ai pas l'ensemble des noms de mes collègues, mais vous devez les avoir certainement. Et on va être autour en fait de la zone critique. Donc ça, c'est aussi un très beau concept. Et surtout des sons de l'eau de toutes les rivières. Eh bien, merci beaucoup. Effectivement, c'est ce soir, c'est au musée Gadagne. Vous pouvez encore vous inscrire sur le site école-anthropocène.fr et vous trouverez le nom de tous les autres invités et tous les détails, bien évidemment. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous les trois d'être venus. Je vous propose qu'on se quitte avec un dernier extrait sonore qu'on n'a pas encore pu diffuser, que je voulais diffuser, et qui va nous replonger dans le brouillard du Rhône. Et ça nous permettra de conclure cette conversation sur cet imaginaire aussi du Rhône qu'est le brouillard. Merci à tous, et puis la journée, elle continue juste après avec un book club animé par Bérénice Gagne. Merci. À une époque, je me souviens, je descendais le Rhône tous les jours, même voire 2 fois par jour. Et l'hiver, avant, il y avait du brouillard dans la vallée du Rhône, qu'on ne retrouve plus maintenant. Alors là, je ne connais pas les raisons pourquoi il y a moins de brouillard. Peut-être plus de vent. Là, mais vraiment, avant, c'était du brouillard vraiment très très épais. On ne voyait pas d'une rive à l'autre. Et bon, une fois, j'embarquais rive droite, je longeais le bord. Je ne pouvais pas descendre au milieu parce que j'avais trop peur. Et arrivé à Loire, où il y a encore une ancienne laune aussi, là, il y avait une laune. Je voyais plus, j'avais plus de repères visuels. Alors j'étais un peu dans le brouillard et je me suis un peu perdu et je me suis retrouvé rive gauche du Rhône. Alors je dis, je vais descendre jusqu'à un pont et puis quand je trouverai le pont, je traverserai d'une pile à l'autre en levant la tête et là j'avais un repère visuel. Et c'est comme ça que j'ai fait, arrivé au pont de Vienne, j'ai retraversé rive droite. Alors après, je dis, bon, je ne voulais plus descendre par le bord. Je dis, tant pis, je descends au milieu, on verra bien comment ça va se passer. Et puis, partant de brouillard, je me suis dit que les péniches ne remontaient pas. Et au bout d'un moment, je descends et j'entends un grand coup de trompe. Et puis, une grosse masse noire qui apparaît juste devant moi à moins de 10 mètres. C'était pas une péniche, c'était une grosse barge qui remontait avec un pousseur. J'ai évité le bateau de justesse. Le capitaine connaissait très bien le Rhône, donc il remontait. Quand je suis passé à côté, il m'a insulté, il m'a crié après parce que... Ah, en voilà un autre.
Ouais, donc quand je suis passé juste à côté de cette barge, parce que ça aurait pu très mal se terminer, d'ailleurs j'ai eu très peur à ce moment-là, j'ai cru que j'aurais pu passer dessous et là je sais pas comment je serais ressorti, quoi. Parce que là il m'avait coupé son moteur et il voyait bien qu'il y avait 2 canoës qui arrivaient sur lui, quoi. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.